Heu, Nouvelle émission de Lupalu après une assez longue, absence. Nous revoilà en compagnie de Clem qui aujourd'hui assurera la posture, du naïf et nous accueillons aujourd'hui Aïssar Midani qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. On peut écouter Aïssar 2 fois par mois sur la chaîne Le Cercle des Volontaires. Elle vient même de nous dire tous les 10 jours désormais, donc je vous invite à vous y rendre pour parler de la Syrie, mais pas que. En ce moment, il est aussi beaucoup de questions de la guerre contre Gaza que mène Israël. C'est donc pour son expertise globale sur le Proche-Orient que nous recevons aujourd'hui Aïssar et qu'on remercie encore une fois d'être sur le front médiatique. Bonjour Aïssar. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs et merci de votre invitation et de me Bonjour, permettre aussi de m'adresser à un public large. Merci. bonjour Essar, et merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation. Et merci beaucoup à tous les internautes qui nous suivent en direct. Et je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions en direct et j'en sélectionnerai quelques-unes au fur et à mesure de l'émission pour les poser à notre invité. Alors sans plus tarder, Essar, je vais te poser nos deux petites questions préliminaires, un peu personnelles, donc ne te sens pas obligé d'y répondre. Les voici. As-tu, Essar, des liens d'intérêt financiers ou relationnels susceptibles de biaiser ton discours aujourd'hui? Absolument pas, rien du tout. Rien du tout. Voilà qui est dit, merci beaucoup. Et deuxième Voilà. question, pareil, un peu personnelle. Combien gagnes-tu et combien gardes-tu? C'est-à-dire, quels sont tes revenus et quel est grosso modo ton patrimoine financier et immobilier? Écoutez, j'ai été consultant informatique, je suis actuellement à la retraite, donc c'est une retraite comme toutes les personnes, donc ça me permet de vivre. Hein. Bon, disons, sans excès, disons. Ça me permet de vivre, voilà, comme Merci, tous les retraités. Et merci surtout beaucoup. avec les augmentations du coût de la vie, je vis en France, hein, je vis à Paris, j'ai mon appartement et donc, bon, bah, avec les augmentations du coût de la vie, comme tout le monde, ouais, il faut faire attention. Donc, je n'ai pas De de compte choses offshore. mirobolantes. Merci beaucoup, Essar. On va lancer tout de suite Voilà, l'interview. merci. Avec Aïssar, nous aborderons cet entretien en 3 parties. Une première partie dans laquelle nous parlerons de la Palestine, un conflit déjà vieux de 100 ans au moins, puis celui en Syrie qui souffle malheureusement ses 12 bougies, triste anniversaire, et enfin nous aborderons en troisième lieu les sanctions qui, au-delà du conflit en tant que tel, participent à la destruction de ces pays et pas uniquement de ces pays. Très bien, donc en première partie, donc sur la Palestine, ce conflit qui est vieux depuis plus de 100 ans, Aïssar, comme tout le monde le sait, suite aux attaques du 7 octobre, justement, Israël a envahi, on pourrait dire attaqué, c'est sûr, la bande de Gaza. Sauf que lorsqu'on entend les médias, on croirait que cette guerre n'a démarré que le 7 octobre 2023. Cela fait partie d'un des 5 principes de la propagande de guerre, cher à Michel Collomb, cacher l'histoire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur, ce conflit qui n'a pas démarré le 7 octobre? Absolument, en fait, l'histoire n'est pas seulement de Gaza, l'histoire de la Palestine et de toute la région, toute la Syrie historique, je dirais, qui a regroupé la Syrie, la Palestine, la Jordanie et le Liban sous le règne ottoman. Et c'est en fait suite à la défaite des Turcs, de la Turquie et des Ottomans donc dans la Première Guerre mondiale. La France et l'Angleterre ont voulu absolument séparer, se partager l'héritage de l'Empire malade, comme il disait. Et donc, en fait, il y a eu une séparation. La Syrie et le Liban ont été mis sous le mandat français. L'Irak, la Jordanie et la Palestine sous mandat britannique. Et à ce moment-là, il y avait déjà les réunions de Herzl et puis la fameuse réunion à Bâle, le Conseil
des sionistes à Bâle en 1860 déjà, et qui était bien soutenu par les Britanniques. Et en fait, pendant donc ce mandat, la Grande-Bretagne a donné une promesse, la fameuse promesse Balfour, une promesse pour Herzl, en fait, pour établir un foyer national juif en Palestine. Et sous le mandat, il faut dire, sous le mandat britannique, donc il y a eu un encouragement de l'ensemble des Juifs du monde pour venir s'établir en Palestine. Il y a eu aussi bon, tout un tas de relations financières entre les Juifs des États-Unis, les Rothschild, l'État britannique, notamment pour renflouer les dettes des Britanniques, en fait, qui ont fait aussi qu'ils se sont mis à accélérer cette émigration. Aussi, ajouter des accords en sous-main avec l'Allemagne qui montait à l'époque et avec le nazisme. Donc aussi pour attiser l'antisémitisme de façon à pousser les Juifs à l'extérieur de l'Europe et à l'extérieur de l'Allemagne. Ce qui fait aussi que, en fait, beaucoup ont émigré en Palestine. Les Palestiniens étaient, comme tout le monde maintenant, comme l'ont été et le sont toujours, les peuples du Moyen-Orient, très accueillants. Ils les ont accueillis, aidés à s'installer, à monter des commerces, etc. Et puis, on a vu que très vite, en 1947, alors ce qu'ils appellent, eux, leur guerre de libération nationale. Il faut dire aussi que pendant ce temps, il y a eu plusieurs révolutions palestiniennes pour acquérir l'indépendance par rapport à la Grande-Bretagne, l'indépendance de la domination, etc. Bon, ben, c'est peu à peu les sionistes ont été vraiment soutenus. Il faut dire aussi ce qui était ces hordes sionistes, c'était aussi des formes complètement des gangs, effectivement, de terroristes qui attaquaient les villages, qui attaquaient les Palestiniens. Donc, ils sont très connus et jusqu'à présent, ils sont listés comme liste terroriste, comme organisation terroriste à la Société des Nations à l'époque, avant l'ONU. Mais c'est donc Stern, le Haganah et des Ergun, exactement, dont les responsables sont les responsables actuels qui ont été Golda Meir, Ben Gurion, Jabotinsky, etc., Jabotinsky, c'est bien ça. Jabotinsky, effectivement, qui est d'ailleurs d'origine ukrainienne. Et puis, bon, bah, ce sont les chefs actuels. Ces hordes terroristes ont été le noyau de l'armée Tsahal. Alors, en 1947, hein, donc comment dire, les Nations Unies après ont proposé un plan de partage, soi-disant, entre les Palestiniens et les sionistes, qui a été bien sûr refusé par les Palestiniens, etc. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait une guerre qui a été menée par les Israéliens, largement appuyée à la fois par l'ONU qui venait de se construire sous la houlette aussi des États-Unis, de l'Angleterre et de la France, qui étaient les pays gagnants en fait de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, depuis ce moment-là, les massacres continuent, un phénomène, une volonté de pousser le peuple palestinien à l'extérieur de son pays. Il y a eu des vagues d'exil, en fait, forcés, ce qui explique qu'il y a comment dire, des réfugiés palestiniens dans le monde entier. Et il y en a beaucoup dans les pays avoisinants, la Syrie, le Liban, la Jordanie et l'Égypte, etc.
En fait, c'est les réfugiés, entre guillemets, ce sont des Palestiniens qui ont fui ces attaques terroristes, qui ont fui effectivement, pas seulement, mais des viols systématiques de leurs maisons, des invasions, et bon, ça a été aussi encouragé par les Nations Unies qui, à l'époque, disaient, bah, allez-y, allez-y, vous allez revenir. Nous, on vous aidera. D'où aussi, il y a il s'est mis en place toute une structure, soi-disant, d'aide, etc., d'aide humanitaire aux Palestiniens. On a essayé de calmer le jeu en leur donnant juste ce qu'il faut pour vivre. Mais en même temps, je tiens à vous dire, là, aujourd'hui, c'est une journée internationale de solidarité, justement, avec le peuple palestinien, qui a été décidée par l'ONU en 1947. Alors, vous voyez le double jeu, l'hypocrisie, etc. D'un côté, on détruit le pays, de l'autre côté, on met en place une journée internationale de solidarité. Bien sûr, il y a on fait des expositions de photos, on fait des expositions et on dit on est solidaire du peuple palestinien. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a une décision qui va en faveur du peuple palestinien, les vétos au sein de l'ONU se suivent. Et ce sont ces pays-là qui refusent systématiquement, c'est-à-dire que ces pays-là, c'est les États-Unis, l'Angleterre et la France qui étaient aussi les artisans de la création de l'État d'Israël et l'artisan de la division de la Syrie et de cette catastrophe dans toute la région. Ben, c'est eux qui continuent à verser des larmes de crocodile et envoyer des missions humanitaires par-ci, par-là, etc., pour mettre une rustine sur la plaie, mais la plaie, elle reste béante. Et puis, à chaque fois, on approfondit aussi l'occupation, on soutient encore plus la colonisation, on soutient encore plus Israël. Ce qui explique d'ailleurs que dans les médias occidentaux, on est toujours en train de répéter Israël a le droit de se défendre, mais se défendre contre qui? C'est eux qui sont les agresseurs. L'Israël a le droit de se défendre. C'est un autre des principes de la propagande de guerre, inversion justement de l'agresseur et de l'agressé. Absolument, absolument, tout à fait. Donc, c'est exactement le problème, la question. Et puis, les gens commencent à se dire, ah, ces pauvres juifs, ils ont été chassés de partout, etc. Je suis ravie qu'aujourd'hui, les juifs commencent à prendre conscience aussi qu'ils sont les premiers manipulés de ce mouvement sioniste et que surtout qu'ils sont instrumentalisés, manipulés. Ils ont été exprès aussi poussés comment dire, à l'émigration pour peupler les zones qui ont été desquelles les Palestiniens ont été chassés. Si Alors ça, c'est pour rebondir un tout petit peu, Richard, il me semble ouais. que même en Irak, si je ne m'abuse, il y a eu des attentats qui avaient été commis justement pour faire peur à la population juive qui habitait l'Irak à cette époque, de manière à la forcer, à la contraindre justement à partir direction Israël. Exactement, merci de le rappeler. Il n'y a pas qu'en Irak d'ailleurs, ça a été aussi dans tous les pays arabes parce que les pays de la région, il y a une population quand même il faut quand même rappeler que notre région, c'est une région de toutes les religions, en fait, de tous les prophètes et toutes les religions. Il y a toujours eu des juifs, des chrétiens, des musulmans. On a toujours habité ensemble et vécu ensemble sans aucun problème. Et ben c'est effectivement ce sont les Occidentaux qui ont toujours voulu en fait créer la discorde, etc., et les relations confessionnalistes alors qu'elles n'existaient pas. Mais effectivement, le mouvement sioniste a commencé à faire des attentats dans les différents pays avoisinant la Palestine et il les mettait sur le compte des juifs locaux, en fait, hein, donc des Irakiens, des Palestiniens, des Syriens et des Libanais, en disant ce sont les juifs qui ont fait ça, etc., ce qui a fait qu'après, il les invitait à partir parce qu'ils allaient être vraiment victimes
de la revanche de la population, en fait, de la vengeance de la population. Et en fait, c'est comme ça qu'on découvre que les Juifs de l'Irak, les Juifs de la Syrie, les Juifs libanais, etc., ils ont dû quitter la région. Mais en fait, alors, moi, je peux dire, les Juifs irakiens, ils sont partis au début, ils ont été vraiment très déçus parce qu'ils ont été reçus, c'était des cadres quand même importants, des médecins, des avocats, des commerçants, des entrepreneurs, etc. Et ils sont arrivés en Palestine et ils ont été traités, et ils étaient aussi très contents, je dirais. Parmi eux, il y avait aussi beaucoup de communistes, hein, parce qu'ils étaient attirés par cette propagande à la création de l'État israélien, de l'État sioniste, hein, par la propagande, on va faire des kibbutz, on va créer un État socialiste, etc. Donc, ils ont été attirés par ça et ils ont découvert qu'ils étaient reçus comme des citoyens de seconde zone ou comme de troisième zone, qu'il y a eu dès le début déjà un racisme total qui était exercé contre eux par comment dire, les Juifs qui venaient d'Europe, en fait, hein. C'est les Ashkénazes qui venaient de Pologne, d'Allemagne, de l'Ukraine, etc. Là, en grande partie, c'est ça. Ça a été exacerbé aussi par la guerre mondiale. Donc, il y a eu aussi beaucoup de Juifs français qui étaient partis, etc. Mais ils traitent effectivement les Juifs de la région comme étant des citoyens de seconde zone. D'ailleurs aussi, il y a eu des Juifs de Yémen et de l'Afrique, en fait, des Érythréens. Et là, ils sont en train, c'est une campagne, puisqu'ils sont un peu plus foncés de peau, une campagne raciste contre eux absolument terrible, terrible, même qui continue. C'est toujours le racisme, etc. Donc, en fait, ça, c'est. Et tout cela, donc, les massacres continuent et contre la population, et massacre et en même temps dépossession, expulsion des Palestiniens par la violence, même aussi par du simple vol, comme c'est le cas actuellement d'ailleurs. À Jérusalem, à Jénine, etc. Ils s'amènent et ils viennent piquer ta maison et puis ils te disent out, c'est à nous. Et c'est la Bible qui nous l'a donné, n'est-ce pas? C'est les préceptes de la Bible qui nous l'ont autorisé. Donc, on voit même des Juifs français, là, ils vont, et il y a d'ailleurs des vidéos qui circulent sur Internet, et ils vont, ils forcent la porte, ils rentrent, et ils violentent les gens de la maison, ils disent ça c'est notre maison, etc. C'est notre droit, c'est Dieu qui nous l'a donné. Voilà, qui nous l'a promis. Et donc, toute l'histoire de la terre promise, du peuple juif aussi a été comme ça constituée, créée, etc. D'ailleurs, je vous conseille de lire le livre de Shlomo Sand, qui est un juif israélien d'ailleurs, un intellectuel qui a écrit un livre qui s'appelle Comment le peuple juif a été inventé. Et puis, le deuxième livre, là, récemment, il a écrit Je ne suis pas, j'ai du mal à être juif, ou Je ne suis plus juif, etc. En fait, je crois que le titre, je n'arrive pas à je ne l'ai pas en tête de manière exacte, mais c'est en fait c'est contre aussi l'État d'Israël contre les Juifs aussi par un autre écrivain. En fait, bon, Thomas, de plus en plus par Sipel. C'est pas Thomas Suarez, non? Non, c'est un Sipel. C'est comment l'État Excusez-moi, j'ai des problèmes avec les noms. Moi, je n'ai pas beaucoup la mémoire des noms, mais il est très connu.
Je vous le dirai à la… Pas de problème, on le Ouais, notera. ouais, voilà. Et donc, alors, les agressions israéliennes, elles sont contre, c'est empêcher systématiquement les Palestiniens de vivre pour les pousser à l'extérieur, pour les pousser à aller ailleurs et à fuir le pays. Et le jour, à partir du moment où ils refusent de fuir, donc c'est des agressions beaucoup plus ouvertes, des bombardements, etc., comme on voit le cas de Gaza. Alors, pour reprendre l'histoire de Gaza, la Gaza donc le peuple de Gaza, ils ont complètement mis les Israéliens dehors en 2005. Alors justement, Euh, Essar, oui, excuse-moi de te couper, mais avant d'arriver enfin justement pour rester un petit peu dans l'histoire de cette de la de la Palestine, oui. Palestine, on avait une question de Radio Camino qui remonte Mm. à un petit peu avant, à la Seconde Guerre mondiale. Je l'affiche à l'écran. Donc, est-ce que Madame Midani pourrait nous parler de l'accord Arava entre les sionistes révisionnistes et les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale? Et déjà, est-ce que cet accord a vraiment existé? L'accord C'est l'accord de Arava. Arava. il y a l'accord Wadi Araba entre les Britanniques, entre la Jordanie et Israël, effectivement, mais qui est aussi où la Jordanie a permis à Israël d'exploiter certaines terres, hein, des terres agricoles, en fait, hein, et au nom desquelles, en fait, la Jordanie ne s'y attaque pas. Et ces accords devaient être renouvelés récemment et le peuple jordanien refuse. Il y a eu aussi une véritable partie de bras de fer, je dirais, contre le roi et entre même une crise entre le roi et le gouvernement, en fait. Donc, bon, je ne sais pas, et je pense qu'elle a été renouvelée, mais avec beaucoup, beaucoup d'opposition du peuple et des responsables politiques et de tous les partis politiques, en fait. D'accord. Si c'est l'accord Wadi Araba, en fait. Très Et bien. donc, il y a aussi à travers cet accord Wadi Araba, une sorte de, il pompe l'eau souterraine, en fait, aussi du Jourdain, et pas du Jourdain, en fait, d'une partie de cette partie de la terre, mais aussi de la Jordan, du Jourdain, du fleuve. Ben, entre ce que vous avez dit sur la question précédente et celle-là, ça témoigne finalement, c'est là où nous voulions en arriver, que le conflit ne date pas d'hier et que cette guerre n'a pas commencé le 7 Attends. octobre. C'est vraiment la chose principale, je pense qu'il fallait amener et vous l'avez brillamment fait. Et par contre, moi, ce que je voulais vous demander par rapport, donc on l'a brillamment abordé, il y a quand même eu 700 000 personnes qui sont parties, notamment lors de la Nakba, donc la catastrophe, si on le traduit. Et lorsque les 700 000 personnes ont été chassées de chez elles, donc de la Palestine, elles sont dirigées en partie vers Gaza, en partie vers la Syrie, la Jordanie. Et depuis qu'il y a eu cet exode forcé, y a-t-il eu, en tout cas, une certaine forme de droit au retour qui a été accordé de la part d'Israël? Alors, il faut savoir quand même qu'en 67, déjà, il y a eu le noyau de la résistance palestinienne qui s'est formé, Mhm. par l'organisation Fatah au départ, et puis il y a eu d'autres organisations, le Front populaire de libération de la Palestine, le Front populaire démocratique de libération de la Palestine, et dès 68, une véritable résistance a été formée, mais principalement à l'extérieur, mais à partir d'un moment donné, et ils ont décidé aussi de revenir à l'intérieur, et il y a eu des actions qui ont été menées contre Israël, contre enfin bon, même aussi contre les responsables des pays dans les pays arabes, par exemple. En 70, il y a eu le Septembre Noir. Avant, après, il y a eu aussi une résistance, la résistance
qui agissait au Liban, qui agissait aussi en Tunisie. Je voudrais dire quand même que la répression israélienne ou les mains, les tentacules de la répression et de l'occupation israélienne arrivaient à faire en sorte que les dirigeants soient assassinés. Il y a eu des dirigeants assassinés à Paris. Mhm. Moi, je me rappelle même le dirigeant de la GOUPS, qui était un ami aussi, il a été assassiné à Paris. Le représentant de l'OLP, parce que les différentes organisations ont formé l'Organisation de libération de la Palestine, qui a commencé à être reconnue internationalement, qui D'accord. était reconnu comme étant le représentant du peuple palestinien légitime. Ils ont été, donc le président était Yasser Arafat. Il a été élu, Yasser Arafat, il a été même présenté à l'ONU, il a fait un discours à l'ONU. L'ONU avait reconnu l'OLP comme étant le seul représentant, le représentant légitime du peuple palestinien, comme étant un interlocuteur, et ils ont fait valoir les droits du peuple palestinien au retour à ces terres. Hein. Mhm. Et puis à la reconnaissance de la Palestine, tout simplement. Il faut savoir que la Palestine existait déjà. Donc, et en fait, ces choses ont évolué avec la pression avec le droit au retour a été reconnu. Il y a au moins une centaine de décisions qui reconnaissent le droit des Palestiniens au sein de l'ONU. Mhm. Déjà, c'est et une décision qui disait aussi, qui reconnaissait l'État sioniste comme un État raciste. Toutes ces décisions sont devenues lettres mortes par la pression des États-Unis, la pression de l'Angleterre et la France. Il faut savoir qu'ils sont quand même des pays qui ont une présence importante et la décision au Conseil de sécurité et qui pratiquement décident pour beaucoup de choses, pour tout. Mhm. Et quand il y a d'autres choses qui tournent, bah, tout de suite, les vétos, ils abolissent tout. Très Alors que c'est vrai que la Russie et la Chine avaient aussi le droit de veto, mais qui ne se manifestait pas beaucoup avant ces derniers temps. d'accord. Et concernant directement là, si on revient sur, les attaques du 7 octobre qui a été faite, alors je vous entends, en tout cas attaque ou plutôt résistance selon le terme que l'on, accolera, à ces, événements. C'est bien des attaques qui ont été faites de manière groupée, ce n'est pas uniquement le fait du Hamas. Vous pouvez nous, le préciser justement? Alors, il faut savoir quand même que depuis l'an 2000, en fait, il y a eu la première intifada, la deuxième intifada, etc. Il y a toujours eu des réactions au sein de toute la Palestine, en fait. Hein. Mmh. Rappelez-vous, quand ils ont tué le jeune enfant Mohamed Dorra dans les bras de son père, pratiquement, sur l'esplanade d'Al-Quds, où Sharon avait envahi aussi Al-Quds, et après cette invasion où il a tué plein de personnes, il y a eu une réaction importante au niveau de la population et on a toujours, euh, comment dire, condamné les combattants ou les jeunes Palestiniens qui se battaient à coups de pierre Mmh. contre des chars une armée qui est armée jusqu'aux dents, juste pour avoir accès à la mosquée Al-Aqsa pour faire la prière, juste pour avoir le droit d'accéder. Mmh. C'est incroyable parce qu'il y a eu aussi la construction du mur. Il y a eu des mouvements, même du côté israélien, en fait, de fraternisation avec la population palestinienne. Il y a eu des actions communes, etc. Ben, c'est là que Sharon a décidé aussi la construction du mur, un mur de séparation qui a été appelé le mur un mur de la ségrégation raciale, en fait, le mur raciste. Hein. Ils ont interdit, en fait, et systématiquement, en fait, dans cette propagande, même les Israéliens qui ont tué sur un enfant qui se réfugiait dans le bras de son père, ils avaient dit, ça a été d'ailleurs, il y a eu Charles Anderlin qui a écrit des livres sur cette question, qui était aussi, lui,
comment dire, il est journaliste, envoyé de l'AFP, qui était Bien sûr, à Jérusalem, à tout à fait. Al-Quds. Et en fait, où on me disait: «Ah bah, c'est des mensonges, c'est l'armée, c'est la résistance palestinienne qui a tué et qui a simulé et qui a». Mmh. Donc d'abord, les agressions contre les enfants et contre les civils ne datent pas d'aujourd'hui. Elles a et en fait, bien sûr, ils n'avaient pas d'armes, hein, à l'intérieur de la Palestine. Il y a rien du tout. Il y avait une résistance palestinienne à l'extérieur qui était armée, qui faisait des opérations de temps en temps, Mmh. mais une population qui se révoltait contre une oppression Mmh. systématique quotidienne et qui dépasse toutes les limites de l'imagination, au point d'ailleurs, même, moi je voudrais quand même faire une petite parenthèse. Là, aujourd'hui, ils sont en train de discuter la libération de prisonniers. Ça Mmh. n'émeut personne de voir des jeunes qui Mmh. sont des enfants qui sortent de prison et qui sont libérés là par la force de la résistance, hein, qui ont 14 ans, qui ont 12 ans, 8 Mais ans, mais etc., pire encore, et ils qui ont sont été considérés comme des depuis des terroristes. années, Mmh. Mmh. et Il est des femmes, etc. C'est mmh. quand même quelque chose d'assez fou. Mmh. Et puis, bah, la propagande ou même les médias occidentaux ne s'y attardent même pas, en fait. Mmh. Ils continuent à penser, on parle juste des otages israéliens ou Tout à fait. des détenus israéliens, mais on ne parle pas du tout, du tout, du tout de 7000 personnes qui sont dans les geôles israéliennes, des hommes, des femmes, des enfants, les enfants qui sont agressés. Au jour d'aujourd'hui, en Mmh. fait, il y a un déchaînement de violence dans la Cisjordanie, des Israéliens contre la Cisjordanie, Mmh. contre Jénine, contre Tulkarem, contre Mais Naplouse et mmh, contre les enfants, et à Hébron, à Al-Khalil, Al-Jalil aussi. j'ai Donc, entendu hier, est-ce que vous pouvez me confirmer, parce que là, c'est vraiment ça rebondit vraiment sur ce que vous êtes en train de dire, que malgré la libération de différents, justement prisonniers politiques palestiniens, qu'Israël en profite pour mettre en prison encore plus de personnes de Cisjordanie, et ce qui fait que finalement l'accord, entre guillemets, l'accord de libération otages contre prisonniers palestiniens est plus que nul parce qu'ils en prennent tout autant. Est-ce que vous avez eu des informations sur ce sujet? ah oui, oui, tout à fait, parce que en fait, l'accord, il a lieu Mmh. entre le Hamas puisque c'est le Hamas qui mène, je dirais, qui mène les négociations, mais en fait en accord avec l'ensemble des organisations palestiniennes. D'accord. Et bon, donc c'est le Hamas qui est au niveau du front. L'accord, il concernait Gaza et la Cisjordanie est censée être la partie indépendante, entre beaucoup de Mmh. guillemets, Mmh. sous la direction de l'autorité palestinienne, qui est suite aux accords d'Oslo, Mmh. et où sévissent les Israéliens tout le temps, tout le temps. Et donc, en Cisjordanie, là, ça fait Mmh. des années, des violations de domicile. Ils rentrent dans les quartiers, ils rentrent dans les c'est Sylvain Sipel, le Très nom bien. du. Et il en parle d'ailleurs. Mmh. Invasion nocturne, violation de domicile, arrestation, tabassage, systématique, hein, Mmh. systématique. D'ailleurs, Sylvain Sipel, il en parle dans son Mmh. livre, et je l'ai vu dans une interview qui a été organisée par Mediapart, et où il disait, par exemple, vous avez un entraînement de l'armée, pour les gens de l'armée, un entraînement, Mmh. on fait éruption dans une ville à 2 heures du matin, on va entrer dans toutes les maisons, etc. On Mmh. n'a rien à dire, on envahit les maisons, on balance, on met tout dessus, dessous, et on tabasse, etc. Et on repart. Mmh. C'est Mmh. comme ça. Le quotidien des Palestiniens, c'est comme ça, en Cisjordanie.
Donc, c'est la partie qui est censée être plus, où ils doivent être plus respectueux des droits. Mais en fait, non. Et Jenin a été aussi l'objet d'une grosse agression Mhm. en 2002, en 2003, en 2005, en 2007, et Gaza aussi. En fait, c'est pas la première guerre menée contre Gaza déjà. 2008, il y a eu 2008, 2009, 2014, 2012, Mhm. et 2019, et maintenant ça continue. Un éternel Donc, recommencement. voilà. Mhm. Donc, Et justement, Essar, sur la et on appelle multiplicité de ça, ces conflits. excuse-moi, juste 2 secondes, on appelle ça un pays démocratique, le plus démocratique du Moyen-Orient. Hein. Mhm. C'est vrai. Et oui, moi j'appelle ça un régime d'apartheid pour moi, mais il paraît que la France qui censure la liberté d'expression est aussi un pays démocratique. Et alors justement, nous aussi, on donne la parole aux internautes. Et une seconde question de Radio Camino à ton intention, Essar. Est-ce que ce conflit est juste messianique ou est-ce qu'il y a aussi des intérêts par rapport à des gisements de gaz découverts à Gaza dans les années 2000 ou les Ah deux? ben non, il n'a rien de messianique, bien sûr. Alors déjà à l'origine, le fait que les Américains et les Britanniques, les Français, etc., ils n'ont pas voulu, ils ont voulu créer cet État d'Israël, c'est parce que c'est la région où il y a tous les gisements de pétrole, en fait, hein, entre l'Arabie saoudite et l'Irak, etc. Donc, ils voulaient garder un pied dans la région. Et il y a aussi une découverte récente, en fait. Récente, ça veut dire elle date d'une vingtaine d'années ou peut-être plus, de grands gisements de pétrole et de gaz dans la Méditerranée, sous l'eau, et puis du côté, donc au large de Gaza et au large du Liban, de la Syrie, etc. Ça n'est plus un secret. Donc, il y a effectivement de grands gisements effectivement, les impérialistes veulent s'approprier et ils ne veulent pas. Et les impérialistes, dont l'instrument principal est Israël dans la région, c'est aussi ça. Il faut quand même vous dire que Gaza est au bord de la mer. Les Palestiniens, ils n'ont pas le droit d'accéder à la mer. Et les pêcheurs sont systématiquement agressés par les bateaux de guerre israéliens. Ils ont leurs bateaux qui sont complètement détruits. Ils sont interdits d'aller au-delà de 10 miles, en fait, alors qu'avant, avant, c'était normalement les eaux territoriales, c'est 40 miles. Ils peuvent pas aller au-delà maintenant, au-delà d'1 kilomètre à l'intérieur de la mer. Ils ne peuvent pas. Ils sont tout de suite traqués, etc., par l'armée israélienne. Déjà ça. Donc déjà pour vivre et pour pêcher, parce que ce sont des pêcheurs la plupart du temps, et ils veulent vivre avec cet embargo et ce blocus total en fait sur Gaza. La seule source d'alimentation, c'est la mer. Et donc, plus on est vers les plages, moins la mer est poissonneuse. Elle est poissonneuse à l'intérieur. Donc, ils n'ont pas le droit de pêcher. Ils ont leurs bateaux de pêche systématiquement détruits. Ils sont systématiquement aussi acculés à revenir. Et puis, la limite, c'est 1 kilomètre maintenant. Donc, il y a ça à voir et il y a même les gens, ils ne peuvent pas aller s'aérer à la plage. C'est assez incroyable. Donc, c'est vraiment un régime plus que d'apartheid, je dirais. Un régime d'apartheid qui a été créé. Fasciste. Oui, tout à fait. Et ce régime d'apartheid qui a été créé notamment, comme le disait Joe Biden, si Israël, il le disait il y a une trentaine d'années, hein, si Israël n'existait pas, on aurait dû l'inventer, pour en faire le gendarme au Moyen-Orient. Donc, ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Par contre, moi, je voudrais avoir votre expertise, Aïssar. Ça me permettra de faire le lien après sur la deuxième partie avec la Syrie, notamment avec le Hamas, parce que on est nombreux à se poser des questions concernant le Hamas et concernant on sait que le Hamas est issu des frères musulmans. Ils ont combattu de nombreuses années contre le régime de Bachar el-Assad, donc main dans la main
avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et consorts. Donc, quel crédit peut-on attribuer à cette organisation-là? C'est vraiment la question. Oui, bah, c'est la question. Effectivement, cette organisation a été créée tardivement, effectivement. Elle a été encouragée pour diviser l'OLP, justement, dans l'esprit de diviser l'OLP et de créer une organisation qui est à l'extérieur de l'OLP. C'est les frères musulmans, c'est juste. Ils ont été chouchoutés, parrainés aussi par la Turquie et le Qatar, qui ont été effectivement la tête de pont de l'agression contre la Syrie. Hamas a été aussi un peu instrumentalisé pendant les années 2010, 2011, 2012, jusqu'en 2015, 2016. Et récemment, donc en 2019, il y a eu sous l'égide du Hezbollah, en fait, ils ont fait quand même aussi une grosse critique et changement interne. Et puis, il y a eu effectivement une visite à la Syrie, etc. Donc, de toute façon, la Syrie a toujours soutenu la résistance palestinienne, elle a toujours soutenu le peuple palestinien aussi, de manière indifférente au niveau des organisations, les organisations FPLP, FDPLP et même Hamas, ils étaient tous en Syrie, ils ont été encouragés, entraînés, même armés. Et ce qui est arrivé à la Syrie, c'est après la guerre de 73, hein, c'était à la demande des Israéliens, en fait. C'est que de toute façon, on ne peut être tranquille que si la Syrie et l'Irak sont détruits. Ça, on le retrouve aussi dans un discours des Américains qui ont découvert de manière bizarre des ordres de la direction qu'il fallait envahir l'Irak, qu'il fallait envahir la Syrie et qu'il y a une volonté de détruire 7 pays de la région rapidement. Donc, c'était l'Irak, la Syrie, la Libye, le Soudan, la Somalie et la Syrie et le Liban, en fait. Hein. Donc, voilà, bon, ça a été l'Irak a été détruit sur un grand mensonge, hein, qui était un grand mensonge très bizarrement d'ailleurs sur le fait il y a des armes de destruction massive, alors que Israël a des armes de destruction massive. Hein. Ils ont des centrales nucléaires, ils ont l'arme nucléaire. D'ailleurs, très, très bien, là, récemment, un des ministres du gouvernement Netanyahou qui a proposé effectivement de balancer une bombe nucléaire sur Gaza. Et ils ont déjà balancé d'ailleurs plus de 40 000 tonnes d'explosifs, ce qui équivaut à 3 bombes nucléaires à Gaza. Ils n'ont jamais été inquiétés, en fait, au contraire. Donc maintenant, ça a toujours été pour les Américains. Et Israël a l'arme nucléaire, mais il faut empêcher toutes les régions d'en avoir. Ça a été le gros mensonge sous prétexte duquel l'Irak a été détruit et jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé d'armes de destruction massive. Les rapports de l'ONU ont été mis dans des fûts en ciment, enterrés et seule possibilité de les sortir, c'est dans 60 ans. Donc, ça a été dit par le représentant de la Syrie, Bachar el-Jafari, à l'ONU, il le sait. Et de la même manière, en fait, en Syrie, ça a été aussi des ordres de destruction qui ont été en partie, effectivement, exécutés, je dirais, en partie par le Hamas et en grande partie surtout par les terroristes qui ont été créés de toutes pièces par les Américains et les Français, les Britanniques, les Occidentaux de l'OTAN, créés, armés et dirigés d'ailleurs
par eux qui ont été les proxys par lesquels les défenses de la Syrie ont été détruites et on a voulu détruire l'infrastructure. On a détruit d'ailleurs l'infrastructure de la Syrie, l'électricité, les circuits de distribution d'eau, et tout. Donc, on en reparlera peut-être au deuxième axe. Oui, tout à fait, Essar, justement, ouais, voilà. on en parlera Mais dans la deuxième partie. je dirais, cette réparation, je peux dire, ou la reprise des relations a été effectuée en 2019 entre la Syrie. Mais la Syrie a toujours affirmé qu'elle soutient, elle a toujours soutenu, et elle continue à soutenir la résistance palestinienne lorsque ses armes sont dirigées contre l'ennemi principal qui est Israël et contre le vrai ennemi de toute la région. Et voilà. Donc là, effectivement, la Syrie soutient Hamas à Gaza. Elle soutient effectivement cette position. Nous la soutenons aussi. Nous soutenons cette lutte juste de Hamas et qui est effectivement épaulée par l'ensemble des organisations palestiniennes et qui a été concertée. C'est une action concertée par l'ensemble des organisations palestiniennes. Alors justement, Essar, sauf l'autorité. Oui. Sauf l'autorité. Justement, Essar, avant de passer donc dans la deuxième partie de l'émission au conflit un peu plus particulier, au conflit syrien, je vous propose à toutes et à tous un intermède qui remet en perspective en fait les actions de l'OTAN dans le monde. Et c'est un extrait d'une conférence donnée il y a 2 ans par un historien suisse spécialiste de géopolitique qui s'appelle Daniele Ganzer. As-tu une petite réaction par rapport à cet intermède, à cette conférence de Daniele Ganzer? En fait, oui, ce sont les crimes américains qui se succèdent, hein, effectivement, depuis le Chili, le Vietnam, tous les coups d'État en fait fascistes hein, ont été soutenus par les États-Unis, mais qui ont aussi conduit à des massacres terribles. En fait, c'est pour ça c'est complètement aberrant quand on entend les États-Unis parler et l'Angleterre et la France parler aussi des droits de l'homme. Et de la défense des droits et des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. Ils sont les chantres de l'interventionnisme et ils ont en plus transformé la démocratie en instrument d'interventionnisme pour intervenir dans les autres pays. Je voudrais rappeler quand même aussi, dans le Kosovo, ils ont voté quand même quelque chose de supplémentaire, l'histoire le droit d'intervenir, en fait, ou oui, c'est ça, le devoir d'intervenir pour sauver les peuples, hein, et là, qui a été introduit par Kouchner quand il était ministre des Affaires étrangères en France. Et donc là, il se donne le droit par l'ONU d'intervenir dans les pays à partir du moment où il y a une petite, où on peut payer des gens pour les appeler à intervenir. Le Kosovo a été détruit de cette manière, en fait, hein, soi-disant, ils sont intervenus contre Milosevic pour sauver le peuple, etc. Mais ils créent aussi des dissensions, comment dire, des dissensions confessionnalistes, hein. Je voudrais dire à ce niveau, ils interviennent pour mettre en place une constitution que le gouvernement qu'ils mettent en place est obligé de suivre. Et alors, comme ça a été le cas, par exemple, la constitution qui a été mise en place par Bremer, qui est basée sur le confessionnalisme et qui, en fait, est le prélude à une division du pays entre sunnites, chiites, etc., alors que jamais ça n'a été le cas, en fait, dans la civilisation et dans le discours des Irakiens, en fait. Il n'y avait jamais ces différenciations. Comme ils ont fait aussi, ils montent à une ethnie en pointe, là, en disant c'est le problème kurde, les Kurdes
doivent aussi participer, avoir une partie de la, des ressources nationales. C'est quelque chose qui est absolument bien pensé pour diviser les peuples et pour éviter que, à nouveau, une unité nationale ait lieu. Fort heureusement, ça ne dure pas longtemps. Aujourd'hui, on voit l'Irak, même en Irak, il y a une conscience nationale qui va dans le sens de l'unité, en fait, entre tout le monde et une unité de combat pour la libération de l'Irak et pour mettre les bases américaines dehors, hein, de l'Irak. Et en fait, bon, bah, c'est le combat, il est là, et il n'a pas fini, quoi. Et voilà. Donc, je pense effectivement que les États-Unis sont vraiment les ennemis des peuples, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a pratiquement dans le monde entier une sorte de regroupement contre l'hégémonisme américain et son diktat, hein, qui se traduit d'ailleurs un peu par les BRICS, et un peu par ce regroupement aussi autour de la Chine ou du projet chinois et russe, en fait, qui est la route de la soie et puis la ceinture qui est basée sur le respect des peuples, le respect de l'indépendance nationale et surtout le traiter avec les peuples du monde entier d'égal à égal, et pas du tout dans ce mépris où les Américains et les Occidentaux cherchent à avoir plutôt des serviteurs et plutôt que des partenaires. Merci Essar pour cette réaction, et j'en profite pour dire à nos internautes que la suite de cette conférence, on la donnera dans une deuxième respiration entre la deuxième et la troisième partie de cette émission. D'ici là, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, hein, si vous le souhaitez, à Essar. Et le lien de cette conférence, pour celles et ceux qui l'a demandé, sera en description de la vidéo. Si j'arrive à la retrouver avant, je vous mettrai ça dans le chat public. Voilà. Je voudrais ajouter juste une phrase, si tu me le permets. Les deux bombes qui ont été balancées sur le Japon et l'abjection que représentait cette année le fait de réunir l'OTAN à Hiroshima, j'ai trouvé ça vraiment une abjection totale. C'est encore une fois piétiner le peuple japonais et piétiner l'ensemble du peuple japonais et dire on est là sur vos cadavres, hein, avec vous pour célébrer. Justement, Essar, une question d'un auditeur de Radio Camino encore. Merci beaucoup à lui. Sur l'opération Samson, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que déjà cette opération existe? D'après lui, c'est l'utilisation de la bombe atomique si l'État israélien est en danger de mort. Donc un petit mot sur l'opération Samson. Essar, si tu en as connaissance. Et ensuite, on passera au conflit syrien. Non, je n'en ai pas connaissance, à vrai dire, mais de toute façon, moi, ça ne m'étonnerait pas, mais d'un autre côté, je crois qu'il connaît au stade de mettre en place surtout des choses pour effrayer, et des conditions pour dominer, mais on n'en est pas là, je pense. Parce qu'il faut dire quand même, dans la région, ils y sont tous quand même aussi. C'est vrai que si moi, alors j'ai déjà entendu parler de cette opération Samson, ça voudrait dire finalement qu'Israël a la bombe nucléaire, il ne risque, en cas de risque pour le peuple juif, c'est-à-dire d'extermination à nouveau, comme ça aurait pu se passer durant la Seconde Guerre mondiale, ils n'hésiteront pas, quitte à mourir tous ensemble, en fait. C'est voilà, la doctrine plus ou moins de cette opération Samson. Et donc, alors là, repartons maintenant un tout petit peu plus au nord, et donc direction la Syrie, le pays, ton pays d'ailleurs. Donc, je voudrais aborder la chose suivante, parce qu'on en parle quand même beaucoup moins maintenant de la Syrie, un petit peu comme si on avait laissé tomber. Pour autant, ce qui s'est passé durant ces 12 ans, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinairement horrible. Et le pire, c'est d'avoir justement blâmé absolument Bachar el-Assad comme le responsable de la situation. Je voudrais que tu fasses un petit retour en arrière, on va dire à peu près 3-4 minutes, pour nous dire qu'est-ce qui a conduit finalement à la destruction, parce que la Syrie est en partie détruite, la destruction de la Syrie, et ce qui a causé ces 500 000 morts en fait finalement depuis ces 12 ans. Qu'est-ce qui a amené
à vouloir donc détruire la Syrie donc de la part des Américains? Ah ben, c'est tout simple, c'est le fait que le président Assad et le peuple syrien s'opposent au diktat américain, qui était très clair d'ailleurs. En 2003, lorsque les Américains ont envahi l'Irak, hein, Colin Powell est venu rencontrer le président Assad, lui dictant en fait, hein, et demandant que d'une part, il reconnaisse en fait que c'était légitime d'envahir l'Irak d'un côté, de l'autre côté de couper ses relations, de refuser d'ailleurs d'ouvrir les portes de la Syrie aux réfugiés irakiens et aux scientifiques irakiens, d'arrêter de couper les relations avec la résistance palestinienne et avec l'Iran, et que d'ouvrir aussi, comment dire, ouvrir les portes de la Syrie aux produits américains, aux produits internationaux, et puis de mettre les denrées syriennes au prix international, et surtout d'arrêter de combattre Israël et puis d'arrêter de soutenir la résistance palestinienne. Il faut quand même que je vous rappelle le contexte, parce que la Syrie était un pays qui était complètement indépendant, indépendant et autonome en fait sur le plan économique, et donc autosuffisant complètement. Et Oui, c'est là, important de le rappeler. oui, oui, c'était complètement autosuffisant sur tous les plans, en fait, aussi bien sur le plan énergétique, sur le plan de la production des médicaments, sur le plan agricole. La Syrie est un pays très riche et très fertile. Et sur le plan aussi des produits manufacturés, donc tout ce qu'on peut manger, boire, et surtout des produits de tissus, etc. Donc on arrivait même à exporter à 51 pays différents. Donc la Syrie dans les années 2000 à 2010 montait de manière ascensionnelle au niveau économique, alors que le monde occidental se débattait de crise économique en crise économique. Et puis même la Syrie était sous sanction quand même, je voudrais rappeler, depuis 1973, hein, parce que la guerre d'octobre a été contre Israël a été une guerre victorieuse, hein. Et c'est à ce moment-là qu'Israël avait annoncé que de toute façon, c'est un danger très important pour Israël d'avoir la Syrie, l'Irak, etc. C'est suite à ça que d'ailleurs Wesley Clark avait annoncé qu'il avait vu effectivement qu'il y avait une directive pour envahir l'Irak, la Syrie, le Soudan, la Somalie, etc., en 7 ans, et la Libye. Donc voilà, ça a été ça, bien sûr. Alors le président Assad a dit non, de toute façon, il n'est pas question de couper les relations ni avec la résistance palestinienne, ni avec les Iraniens, ni continuer à ouvrir notre économie les portes de notre économie aux denrées étrangères. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que on a compris qu'il y a eu tout de suite après, d'ailleurs en 2005, une sorte de révolution orange, hein, qui était le printemps de Damas, hein, bon, qui n'a pas continué en fait. Et puis en 2008, il y a eu en 2006, il y a eu l'agression contre le Liban, en fait, hein, l'agression totale en juillet 2006 contre le Liban, qui s'est soldée aussi par un renforcement de la résistance libanaise et palestinienne. Et puis, suite à ça, il y a eu en 2011 cette agression contre la Syrie en bonne et due forme, hein. En 2008, il y a eu aussi une agression contre Gaza parce que la résistance, la Syrie alimentait aussi la résistance palestinienne. Donc, il y avait tout le contexte, hein, tout ça pour arriver
affaiblir, disons, la résistance qui se tissait en fait à travers les différents pays de la région. Tout le terreau finalement qui était propice à une déstabilisation de la Syrie. Je reprendrai des causes que tu as parlé, je trouve qu'elles ressemblent énormément finalement aux causes qui ont amené à l'invasion et à l'explosion de l'ex-Yougoslavie. Je reprendrai une expression d'un journaliste de l'Empire, qui est Thomas Friedman, qui disait que McDonald n'existe pas sans l'aide de McDonnell Douglas, donc la marque d'aviation de guerre. Et sous-entendu que McDonald's ne peut s'exporter justement sans être imposé par la guerre et par celle des Américains. Et je reprendrai aussi une citation d'un de nos auditeurs qui est Radio Camino. Je pense qu'il fait référence notamment à Henry Kissinger. Être un ennemi des Américains est dangereux, mais être un ami lui est fatal. Donc finalement, on voit que la Syrie, si la Syrie subsiste encore, c'est parce que finalement, elle a réussi à être ennemie et non pas amie. C'est malheureusement au prix de 500 000 morts, c'est bien le problème. Mais on pourrait se dire que si peut-être que la Syrie doit sa survie en partie à l'intervention russe, j'ai bien dit en partie, parce qu'on ne doit pas totalement sa survie à une seule et unique cause. Que pensez-vous de l'intervention russe? Est-ce que à partir de 2015, quand la Russie est entrée dans le conflit entre la Syrie et les différentes forces justement terroristes qui étaient soutenues notamment par les Américains, est-ce que la Syrie serait, en tout cas la Syrie, le régime actuel dirigé par Bachar el-Assad, serait-il encore en place à votre avis? Bah, écoutez, l'intervention de la Russie a été quand même d'une aide substantielle à l'indépendance de la Syrie, parce que à un moment donné, les terroristes avaient tellement détruit et avaient tellement poussé aussi à l'exode, parce qu'il faut dire aussi, c'était exactement le même scénario, c'était ils poussaient à l'exode, la population syrienne était poussée par les terroristes à l'exode vers la Turquie, vers le Liban, vers les pays limitrophes, parce que de toute façon, les gens partent à pied quand ils n'ont rien pour partir. Et donc, ça a été vraiment très, 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 très fort, et avec une destruction de l'ensemble de l'infrastructure. Il faut savoir que la Syrie, je disais qu'elle est sous embargo depuis les années 73. Bon, en fait, plus particulièrement depuis l'année 2000 aussi. Mais malgré l'embargo, on arrivait à progresser. Donc la Syrie n'était pas gênée. Mais à partir du moment où il y avait cette grande destruction en fait par terroristes interposés, ils sont arrivés même jusqu'à Damas. Et malheureusement aussi par le biais de certains éléments de Hamas qui leur ont ouvert les portes de Damas à Daesh en fait. À ISIS en fait, et donc ça a été pratiquement de tous les côtés, puisqu'ils sont venus du côté du Liban, du côté de la Turquie, les terroristes qui ont filtré par les frontières turques, ça a été aussi très important. Ils sont encore d'ailleurs du côté d'Alep, ils occupent le nord-ouest d'Alep et toute la partie nord de la Syrie, mais aussi le nord-est de la Syrie, où les Américains sont venus après, mais en fait, c'était les terroristes qui s'étaient infiltrés dans toute la Syrie. Alors là, effectivement, l'intervention ou la participation, je dirais, de la Russie suite à la demande syrienne, il faut quand même le dire, parce que c'est pas une intervention étrangère, a été à la demande de la Syrie, une aide faite par la Russie qui était très importante. Donc, ça a été effectivement la coopération entre les deux armées a permis à repousser, à battre le terrorisme en Syrie. Et c'est là aussi qu'on s'est rendu compte, pas qu'on s'est rendu compte, c'est là que le soutien occidental aux terroristes est apparu au grand jour, en fait, puisque à chaque fois que l'armée syrienne avançait dans sa lutte et dans ses victoires contre les terroristes,
ben, il y avait les avions de l'OTAN qui bombardaient l'armée syrienne, il y avait les avions, les Apaches américaines qui bombardaient aussi l'armée syrienne, et c'est pour défendre Daesh, en fait, qu'ils prétendent être là pour les combattre. Donc, c'est clairement cette création terroriste, c'est un alibi d'intervention pour dire nous, on vient vous aider pour les repousser, mais en fin de compte, ça a été aussi l'alibi pour que l'Amérique et les forces alliées, entre guillemets, s'il vous plaît, de l'OTAN, qui étaient là sans que personne ne leur demande, soi-disant, pour lutter contre le terrorisme dans la région, alors que ceux qui luttaient vraiment contre le terrorisme étaient combattus par l'armée américaine et par l'armée turque et les armées de l'OTAN, en fait. Hein. Et l'armée américaine qui, faudrait peut-être le rappeler, parce que je sais que tu le rappelles régulièrement, qui se situe, qui a toujours des bases justement en Syrie, justement, et on ne le dit pas assez, mais il y a toujours une partie du territoire qui n'a pas été encore reconquis par les forces syriennes, justement. Et donc, Exactement. Exactement. Alors là, les États-Unis, ils ont mis leur base à deux endroits qui sont très cruciaux pour le redéveloppement, je dirais, économique pour la Syrie. Un endroit qui s'appelle Al-Tanf, en fait, qui est exactement sur la base, sur un triangle, c'est une base donc qui a été créée sur Al-Tanf, qui est un triangle entre la Syrie, sur les routes rapides, entre la Syrie, la Jordanie et l'Irak. Et en fait, qui est une voie économique et commerciale très, très importante, d'une part. Donc, le passage aussi est sur les puits de pétrole et de gaz qui sont au nord-est de la Syrie, qui sont donc le champ Conoco, Al-Omar, et c'est là qu'ils ont aussi planté leur base. Et je rappelle quand même alors que je le dis souvent, toujours dans mes sites rep, en fait, que les Américains pompent en fait, pompe comme ça, sans compter le pétrole syrien, il y a tout le temps, tout le pétrole syrien. Il n'en avait rien laissé pour la Syrie. Il pompe le pétrole et il pompe aussi, il vole vraiment les récoltes de céréales, de blé, etc. Parce que ce sont les régions les plus riches. Là, la région qui est on l'appelle Al Jazeera parce que c'est l'île qui est entre l'Euphrate et le Tigre dans le nord-est de la Syrie. C'est une région qui est très fertile. Alors là, le combat a été, les Américains, ils ont coupé, ils ont d'abord commencé par détruire tous les ponts qui sont sur l'Euphrate pour isoler Al Jazeera, en fait. Et puis après, donc, ils ont mis leur base sur leur base militaire sur les champs pétroliers et gaziers. Ils pompent, ils piquent tous les jours, il y a 130 à 150 citernes de pétrole qui partent via l'Irak et à la Turquie. Donc, on ne sait pas où il va après. Ils sont revendus dans le monde. Et les cultures de céréales, de blé, etc., qui sont aussi des grands camions qui partent tous les jours de cette région, laissant bien sûr la population syrienne donc mourir de froid. On n'a plus de fuel pour circuler, on n'a plus de... la destruction aussi a fait que toutes les machineries, les machines importantes, etc., ont été détruites, les circuits de distribution d'eau ont été détruits, même les circuits des égouts ont été cassés et on a voulu aussi faire mélanger les eaux usées avec les eaux potables. Donc, une véritable entreprise qui vise effectivement à la destruction totale de la Syrie. Il y a eu aussi des bombes à fragmentation qui ont été balancées,
des bombes au phosphore qui ont été balancées sur Raqqa, 6000 personnes qui ont été enterrées sous les décombres à Raqqa, en fait, Oh là hein, là. par des bombardements français le lendemain de l'attentat au Bataclan. Alors les Français sont allés dire on va s'attaquer aux terroristes, et ils ont détruit le reste de toute la ville de Raqqa sur la tête de ses habitants. Euh, par la Turquie, la Turquie joue aussi, elle arrête le débit de l'eau de l'Euphrate, parce que l'Euphrate prend naissance dans l'Anatolie, dans la colline de l'Anatolie, et la Turquie a construit plein de ponts, mais là, elle bloque l'eau sur l'arrivée d'eau à la Syrie. Si bien que la région est en train aussi de se désertifier. Mais en même temps aussi, elle dirige et alimente les terroristes de Jabhat al-Nusra, Tahrir al-Sham, les Ouïghours et l'armée du Turkestan, du Turkménistan, qui sont dans le nord-ouest de la Syrie aussi, donc à l'ouest d'Alep et dans le nord d'Alep, Très bien. et sur la longueur de la frontière. Voilà. Donc, la Turquie, la Turquie, les États-Unis, bon, ils font partie de l'OTAN, en fait. On ne se fait pas Mmh. d'illusions. La Turquie fait Bien sûr, partie de bien l'OTAN. sûr, bien sûr. Mais la Turquie, le Qatar, et puis la France, l'Angleterre, en fait, dirigent cette agression contre la Syrie depuis le premier jour. Il faut dire que ce n'était pas pour rien aussi qu'ils ont occupé la Ghouta, qui est la région Ghouta Est et Ghouta Sud, la région sud et sud-ouest, sud-est de la Syrie et de Damas, hein. Mmh. Et qu'ils y ont créé énormément des blocos, etc. C'était quand elle a été libérée, cette région, quand elle a été libérée, ça a été, on a découvert des quantités d'armes et des quantités comment dire, de vivres aussi dans les tunnels. Très bien. Je crois que Clément avait une question d'auditeur. Ouais. Alors, moi, j'ai un petit problème au niveau des AirPods. Oui. Oui, Essar, est-ce que tu m'entends? C'est une question de Freedom Oui. à propos de la Cour pénale internationale. Donc, voici la question. Que fait la Cour pénale internationale pour les droits internationaux des catholiques de Jérusalem? Donc, plutôt par rapport au conflit à Gaza, sur lequel on va revenir juste après dans la troisième partie. Je n'ai pas bien entendu la question, excuse-moi. Alors, que fait la Cour pénale internationale pour les droits internationaux des catholiques de Jérusalem? Ben, rien du tout pour l'instant, mais en fait, là, il y a un dossier qui a été déposé récemment, donc, à la Cour pénale internationale par les Palestiniens, et qui continue, qui a été d'ailleurs largement, comment dire, présenté par le maître de verre, hein, Gilles Devet, en fait, et qui est en cours, en fait, parce que là, c'est présenté maintenant, et il faut apporter beaucoup de soutien à ce projet, effectivement, mais la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice, je crois, c'était plus la Cour internationale de justice qui s'occupe. Mais bon, il faudra voir, mais c'est en cours, hein, ça a été, vous savez que c'est très long, ces histoires, hein, au niveau de la Cour pénale. Et pour la Syrie, nous, on n'a pas fait, la Syrie n'a pas présenté de choses à la Cour pénale internationale, parce qu'en Syrie, on n'y croit pas beaucoup, puisque ça fait partie des organismes de l'ONU qui sont aussi comment dire, sous grande influence américaine, parce que l'histoire de la Cour pénale internationale montre que seuls les dirigeants des pays du tiers-monde ont été abusivement d'ailleurs menés à la Cour pénale internationale sur ordre des Occidentaux, mais ni Bush ni les Américains qui ont balancé des bombes nucléaires, mais qui ont transformé tout un tas de pays qui étaient très bien en terrain
en terrain battu n'ont été introduits ou poursuivis par la Cour pénale internationale. Nous, on pense que uniquement la résistance et la résistance des peuples et le changement des rapports de force au niveau du monde qui fera effectivement des choses, un monde plus juste. Tout à fait, merci pour cette réponse, Essar. Et juste, donc, avant de partir dans la troisième partie de l'émission, on va approfondir un peu les liens entre le conflit en Syrie et le conflit à Gaza. Donc, voici la seconde partie de la conférence précédente pour marquer une petite pause avec Daniele Ganzer. Donc, une pause non pas publicitaire, mais plutôt instructive sur l'influence de l'OTAN dans le monde depuis 70 ans. À tout de suite. Je vous ai mis le lien vers la vidéo dans le chat public. Donc, c'est un lien que j'ai créé moi-même pour que vous puissiez télécharger vous-même la vidéo directement. Merci. Et du coup, bon, désolé pour cette censure. C'est évidemment pas de notre fait, mais YouTube nous a à l'œil. Comme dit souvent Akinas, ça fait 6 fois qu'on se fait supprimer la chaîne en 2 ans. Donc, sachant que la suppression d'une chaîne, c'est vraiment un peu l'arme nucléaire dont on parlait tout à l'heure pour censurer des gens. Parce que en général, YouTube utilise plutôt le shadow banning dans un premier temps, c'est-à-dire une technique qui consiste à nous invisibiliser en truquant les compteurs de nos vues. Mais quand ça ne suffit pas, eh bien, il censure carrément, purement et simplement les émissions. Donc là, en l'occurrence, c'est un extrait qu'on passait, mais vous y avez accès, comme je l'ai dit, grâce au petit lien que je vous ai mis dans le chat public. Voilà. En attendant, merci Essar de ta compréhension, merci de votre compréhension, amis internautes. Et puis, n'hésitez pas donc à continuer à commenter l'émission, à poser vos questions. Nous sommes en direct encore pendant, disons, une demi-heure avec Essar pour parler de la Syrie et du lien avec le conflit à Gaza. Matt, je te laisse la parole justement pour aborder cette troisième partie de l'émission. Très bien, donc abordons cette troisième partie de l'émission qui sera consacrée, qui sera presque en 2 temps. On abordera les sanctions finalement qu'on subit et que continue de subir Palestine et Syrie, puisqu'on n'est consacré aujourd'hui qu'à ces 2 pays-là, mais c'est déjà énorme par rapport à ce qu'ils subissent. Et aussi à leur futur. Donc sanctions d'un côté qu'ils continuent à subir, futur, projection, espérance peut-être. Ce que je voulais dire là notamment, on voit que la tentative de diviser pour mieux régner de la part des États-Unis, notamment tant en Syrie qu'en Palestine, n'a pas fonctionné comme il serait pu s'y attendre, les États-Unis et Israël également. Dans ce paragraphe concernant les sanctions, je devrais dire même plutôt que sanctions, je trouve que c'est un terme qui est euphémisant, non adéquat, puisque la réelle nature de ce que subit le peuple syrien, c'est un blocus, un embargo, plutôt même blocus, le terme le plus approprié. Et à cet effet, je voulais mentionner le fait que Aïssar a été en manifestation à un rassemblement le 18 février à Paris aux Invalides, à l'appel des étudiants syriens pour la levée des sanctions internationales. Des sanctions internationales. Je ne sais pas si la pétition est toujours valide, mais nous la mettrons en tout cas en lien, si tant est qu'elle soit toujours valable. Et ce terrible blocus qui étrangle Syrie et Palestine, je voudrais que vous nous en rappeliez déjà le contexte et surtout en quoi est-ce illégal. Pourquoi est-ce illégal ces sanctions prises de manière unilatérale? Alors, je te remercie d'abord de repréciser aussi le fait que le terme sanction n'est pas du tout adéquat, que ce sont effectivement des mesures coercitives de la part des Américains pour faire passer leur politique, hein, que en fait, ça concerne en fait comment dire, ils mettent des sanctions contre tout pays. D'abord, déjà, toute compagnie qui veut avoir des relations, qui travaille en Syrie, des compagnies étrangères, européennes, d'autres pays, parce que ces règles américaines ou ces lois américaines qui normalement s'appliquent normalement, elles devraient s'appliquer juste à leur territoire, mais il y a une dimension d'extraterritorialité qui fait que ça s'applique aussi à toute compagnie qui travaille avec les États-Unis et toute
société qui travaille avec eux, qui doit aussi se soumettre aux lois américaines et appliquer ces sanctions, Mhm. ces mesures coercitives. Donc ça, c'est un premier point. Toutes les compagnies donc, qui travaillent avec les États-Unis seraient sanctionnées si elles travaillaient avec la Syrie. Ça, c'est un premier point. Un deuxième temps, il y a aussi des sanctions ou des sanctions qui sont mises sur les personnalités, Mhm. donc pas seulement sur les compagnies, mais c'est aussi sur les personnages, sur les personnes qui travaillent, etc. Toute personnalité qui travaille avec la Syrie, etc., elle peut subir ces sanctions. Et en fait, des sanctions du côté américain, c'est-à-dire qu'elle sera interdite de travailler du côté avec les États-Unis, échanger, faire du commerce avec les Américains, etc. Mhm. Donc, inutile de vous dire qu'en fait, elles ont une portée quand même très importante sur les personnes et sur les sociétés et sur tout ce qui est personne morale ou physique. Mais d'un autre côté aussi, donc ça a été appliqué et puis sur la base de ce qu'ils appellent là le code César ou la loi César, Mhm. et sur la base de dossiers qui sont complètement bidons, créés de toutes pièces et complètement fallacieux sur, soi-disant, des tortures, etc., qui ont été menées dans les prisons syriennes. D'ailleurs, là, je ne parle pas des prisons américaines à Abu Ghraib et Guantanamo, etc. Ils s'arrogent quand même le droit de discuter, de parler des droits et puis des droits des prisonniers, alors que les prisons américaines sont les pires au monde. Mhm. Mais bon, de toute façon, ça a été, ce n'est en aucun cas une reconnaissance du fait qu'en Syrie, il y a eu des tortures dans les prisons. Mhm. Je ne veux pas, je ne peux pas ni affirmer ni rejeter complètement, Mhm. mais d'un autre côté, je peux dire que les États-Unis ne sont absolument pas le pays qu'il faut pour ça, puisque c'est eux qui mènent, qui transforment le monde entier en centre de torture, à vrai dire. Un cimetière même. En cimetière Mhm. aussi, merci. Mhm. Donc ça, c'est un point. Et puis, alors, après, par rapport en fait, donc aussi interdiction, surtout, ça c'est le côté le plus coercitif, le plus dur, c'est aucune possibilité d'utiliser toutes les transactions de virements bancaires, Tel que Swift. de transfert des banques, Mhm. etc. Mhm. C'est les transactions SWIFT, Mhm. effectivement. Mhm. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut ni importer ni exporter, même quand on a l'argent, et ni pouvoir échanger avec d'autres pays aussi. Et ça, aujourd'hui, ce qui se passe et qui est très sain en réaction à ceci, c'est que maintenant, les différents pays essayent de traiter ensemble Mhm. avec la monnaie locale et par des transactions locales. En fait, ça, c'est très, très bien. Mhm. Et ça, c'est la chose la plus positive qui a été créée récemment par les accords entre la Russie, la Chine, etc. Le fait d'accepter aussi qu'il y ait un échange de monnaie locale en monnaie locale de différents pays, mais aussi la création des systèmes parallèles à ce système SWIFT qui lie les pieds et les mains de tous les pays. Bon, il y a ça. Il y a l'autre aspect quand même, il faut quand même dire à quel point c'est abject aussi, lorsque vous vous rappelez qu'il y a eu en février Alimentaire. un grand séisme Mhm. qui s'est produit en Turquie et dans le sud de la Turquie et aussi dans le nord de la Syrie. Et donc, suite à ce séisme, il y a eu d'énormes dégâts en Syrie, bien sûr, des immeubles entiers qui se sont effondrés, etc. Mhm. Et du fait de la guerre, on n'avait même pas les machineries qu'il fallait pour sortir les gens de sous les décombres, ce qui est le cas actuel à Gaza, après que les Israéliens ont détruit complètement aussi toute la machinerie. Et il y a des milliers de personnes qui ont dépéri sous les décombres, à défaut de pouvoir les sauver, soulever
les pierres et les gravats, etc. Et qui ont et les gens se sont retrouvés à essayer de sortir leur famille de sous les décombres avec des mains, en fait. Donc des personnes Donc, qui bien meurent. sûr, nombre entier de personnes a dépéri à ce niveau-là. Mhm. Et c'est à ce moment-là, je voulais souligner quand même l'hypocrisie et le mensonge des Américains Mhm. et des Occidentaux. Ils ont dit, ah ben de toute façon, les sanctions ne touchent pas les produits alimentaires, ne touchent Mhm. pas les produits humanitaires, ni l'aide médicale, ni rien du tout. C'est faux, c'est complètement faux, ce qui est complètement faux, à vrai dire, Mhm. parce que ça a continué. Et ils ont dit qu'ils arrêtaient les sanctions jusqu'au mois d'août. Mhm. Et en fait, ça a été une grosse farce D'accord. parce que voilà, l'embargo a continué. Mhm. Mais heureusement qu'il y a eu des pays amis qui ont bravé cet embargo, notamment les pays de l'axe de la résistance, les pays résistants comme l'Algérie, comme l'Irak. Donc les pays de l'axe de la résistance, je dirais, c'est l'Iran, l'Irak, sont venus apporter directement de l'aide. Le Liban aussi, alors que le Liban n'est pas en meilleure posture, je dirais, Mhm. en meilleure position économique que nous, parce qu'ils sont aussi sinistrés. Mhm. Mais bon, puis après, peu à peu, il y a eu les Émirats arabes unis qui ont envoyé beaucoup d'aide, l'Arabie saoudite qui est venue un peu tard, mais qui est venue quand même à l'aide, l'Égypte. Mais très vite, quand même, les Américains ont stoppé tout ça parce que ça a été aussi l'occasion d'une reprise avec les relations, au niveau des relations avec la Syrie. Il faut quand même rappeler qu'en 2012, tous les pays du monde ont coupé leurs relations avec la Syrie suite à l'appel des États-Unis et du ministre de la réunion internationale à l'ONU qui a dit que il fallait retirer Mais tous vos ambassadeurs de Syrie. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il y ait au moins un qui réagisse, soi-disant, pour la démocratie des Palestiniens et qu'ils retirent leurs ambassadeurs, à part l'Afrique du Sud et Cuba qui ont retiré leurs ambassadeurs, et la Colombie, les ambassadeurs, ils ont retiré leurs ambassadeurs d'Israël. Mais avec la Syrie, alors tout le monde a obtempéré, les pays arabes, la Syrie a été gelée dans la Ligue tout à fait. arabe. Alors qu'elle était membre fondatrice de la Ligue arabe. Absolument, Ouais. membre fondateur de la Ligue arabe. Et donc, bon, tous les pays arabes avaient gelé leurs relations, bien sûr, hormis l'Irak et l'Algérie, Ouais. d'ailleurs, il faut le Et dire. pays, la Syrie qui a été tellement ostracisée que je ne sais pas si vous en êtes, je pense que vous en êtes rendu compte plus que moi par ailleurs, qu'on n'a même plus besoin d'appeler le régime de Bachar el-Assad, on l'appelle le régime et on comprend qu'on parle de la Syrie comme si on parlait Ah d'un régime. bon? Ah oui, oui, le régime. Et le régime, on comprend directement qu'il Oui. est question de la Syrie, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, Eh ben, oui, c'est. et ce qui est extraordinaire, c'est que ce président, il a été élu quand même avec le suffrage universel et le score le plus important dont rêveraient Mm, tous les mm, présidents des en pays. effet. En fait, c'est pas Macron, Mm, mais je dirais mm, que tous les présidents rêveraient de ce suffrage, mm, de ce score, parce que vraiment, ça a été l'occasion à toute la population d'exprimer non seulement sa solidarité, mais son adhésion mm. à une ligne nationale d'indépendance, en fait, et de souveraineté qui a été représentée par ce président, en fait. C'est parce que c'est lui qui a dit non Mm. au diktat américain. Sur cette note Et positive donc, que vous apportez et sur la réélection de Bachar el-Assad, ouais. qu'est-ce que vous pourriez avoir comme prospective? On va le faire peut-être en 2 temps, puis après je laisserai aussi également Clément poser les questions qu'il Oui, souhaite. que Vous je avez comme voudrais dire quand prospective. même Oui, que dites. les sanctions, alors il y a eu quand même un élan de l'ensemble des pays arabes Mmh. vers la Syrie. La Syrie a repris son rôle dans la réunion, dans la Ligue En arabe, hein. effet, Mais les Américains ont fait tout de suite pression pour tout arrêter, d'accord. et ce qui fait que cet élan
a été arrêté. Il n'y a eu que l'Algérie qui l'a bravé. Et puis, Mmh. certains pays D'accord. aussi, enfin, jusqu'à maintenant, c'est gelé. Enfin, c'est gelé. Il y a effectivement Ah, mmh, des relations, mais elles sont redevenues très froides, hein, d'accord. et distantes, hein. Donc l'influence Voilà. américaine est toujours Il n'y a que présente. les Émirats arabes unis qui ont réouvert leur ambassade en Syrie, Mmh mh. alors que l'Arabie saoudite devait le faire et elle a été freinée dans son élan. Mmh mh. Il y a eu, bon, il y a certains pays occidentaux, Mmh. l'Italie, là, elle est en train de préparer l'ouverture quand même de sa. D'accord. Bon, voilà, bon, des pays qui prennent quand même un peu le large par rapport au diktat américain et par rapport à l'Union européenne, qui est devenue quand même l'instrument de pression sur tous les pays européens Mmh. des États-Unis. Très bien, et donc, pour revenir au futur, à ce que l'on pourrait prospecter pour, la Syrie dans un premier temps, puis pour la Palestine dans un second, attelons-nous, vraiment sur la Syrie vraiment durant, ces quelques petites minutes qui nous restent. Qu'est-ce que Mm. vous espérez, mais même sans espérance, qu'est-ce que vous voyez comme futur pour la Syrie à partir de maintenant? Qu'est-ce qui se profile? Enfin, moi, je suis très optimiste, Mmh mh. aussi bien pour la Syrie que pour la Palestine. Je pense que avec ce qui se passe aujourd'hui, avec la force de la résistance palestinienne, et la force de l'ensemble de l'axe de la résistance, Mmh en fait, qui s'est montré effectivement très efficace au niveau de cette lutte à Gaza, où il y a eu quand même la résistance libanaise aussi mh. qui a aidé les Palestiniens au niveau de la frontière Mmh. Liban-Palestine occupée, au niveau aussi des Irakiens qui ont commencé aussi à frapper, à mener des frappes régulières contre les bases américaines qui sont en Syrie Mmh. et qui sont aux États-Unis et qui exigent aussi le retrait total en fait des bases américaines rapidement, chose qui a été votée au Parlement irakien juste après le vil assassinat du général Qassem Soleimani. Mmh. Et en fait, qui n'a pas été appliqué puisqu'ils disent ah, de toute façon, on n'a plus de base militaire, on n'a que des conseillers maintenant. Mmh. Donc voilà, les conseillers qui sont donc en Syrie et aux États-Unis et en Irak. Bon, puis par le Yémen aussi, Mmh. qui a aussi pratiquement interdit aux navires et aux convois israéliens et ceux qui apportent aussi des denrées, des Mmh. marchandises à Israël. Bon, donc là, ils sont interdits de la mer Rouge par les Yéménites. Mmh. Donc, en fait, par cette coordination entre les différentes résistances, je pense que de toute façon, on arrivera à imposer en fait la volonté des peuples de la région. Et donc, par là, effectivement, recommencer à progresser, etc. Mais ce ne sera pas Mmh. facile. On passera par des phases Tout à difficiles fait. et très violentes peut-être, hein. Mais de toute façon, l'avenir est à nos peuples. Et à partir du moment où ils prennent leurs décisions et leur destin en main, les peuples arriveront. Très bien, et sur cette belle note, malgré tout, j'ai une, petite note qui pourrait être, moins empreinte d'espoir. Si on regarde notamment le titre du, Monde diplomatique d'aujourd'hui en une, c'est notamment écrit, si vous ne le voyez pas: «Palestine, le Mm. spectre de l'expulsion», et qu'en Mm. dites-vous? Est-ce que, c'est une crainte justement réelle, notamment à l'heure actuelle où Gaza a été détruite à plus de 50, où on entend souvent des Mm. correspondants de Michel Colomb qui sont en Palestine et qui disent ne plus Mm. reconnaître, justement dans Télé Palestine, qui disent ne plus reconnaître Gaza. Une ville qui a été bombardée, en tout cas par les bombes, et justement dont les effets sur le long terme vont être ultra nocifs. Qu'est-ce que vous imaginez comme futur pour Gaza? Qu'est-ce que vous imaginez comme futur? Moi, je pense que les Gazaouis, à chaque fois qu'ils franchissent une étape et qu'ils enregistrent une victoire contre cette occupation ignoble, Mmh. qui est l'occupation israélienne, ils s'en sortent plus forts. Mmh. Et je pense aussi que les Israéliens, justement, dans cette période, ils ont complètement perdu
les Israéliens, je parle des gens, en fait, les colons, le peuple, etc. Ceux qui sont là, qui sont venus des autres pays pour trouver un havre de paix, de machin, où ils peuvent exploiter à merci tout le monde et ils peuvent exploiter les richesses sans aucune loi, ni foi. Bon, ben là, ils ont vu qu'ils sont menacés dans leur vie. Là, ils ont vu aussi que l'armée israélienne est une véritable illusion. C'est une chimère qui ne saurait pas les défendre. Ils ont vu aussi que l'ensemble des pays sont aussi l'ensemble des peuples. Enfin, moi, je voudrais quand même saluer la résistance palestinienne d'une part, la résistance de tous les peuples de la région, mais aussi toutes ces manifestations de solidarité dans le monde qui ont quand même couvert les rues du monde entier avec des drapeaux palestiniens, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc on voit aussi que sur le plan politique, ils ont perdu pied. Sur le plan diplomatique, de plus en plus de pays retirent leurs représentants israéliens et commencent à plaider à l'ONU que de toute façon, il n'est pas question de laisser un État comme ça continuer à sévir en toute impunité. Et que de toute façon, en fait, les gens, et donc, ils vont partir. Je sais quand même qu'il y a plus de 50 000, je crois, personnes qui sont tout de suite parties ou qui sont dans le mouvement d'émigration, en fait, des Israéliens a commencé et ils fuient le pays parce qu'ils pensaient être là en étant bien protégés. Et que moi, je pense que de toute façon, tout ça, ça va altérer cette force prétendue d'Israël, mais aussi des États-Unis qui sont en train de s'écrouler économiquement, qui sont en train de s'écrouler politiquement, parce qu'il y a des schismes importants aussi qui divisent à la fois leur société, mais aussi la société israélienne. Et je crois qu'ils s'en sortiront avec beaucoup de dommages qui ne seront pas réparables et qui ne leur permettront pas d'appliquer leur diktat au monde, en fait. Donc, l'avenir est au peuple et je suis très optimiste. C'est sur une belle note, justement, que vous concluez, et je laisse la parole à Clément. Merci Matt. Alors j'étais en train de repartager encore la vidéo de Daniele Genzer en internet qui avait mal été partagée. Donc je vous invite, si elle vous intéresse, à vous rendre sur le canal Telegram du Front Médiatique où elle vient d'être partagée. Je vérifie qu'elle a bien été partagée. Et là, ça semble bon. Voilà. Donc merci Radio Camino pour ton message comme quoi le lien était une impasse. Eh bien, Essar Midani, merci beaucoup. Vraiment, grand merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que cette émission aura ouvert des pistes de réflexion chez celles et ceux qui ne vous connaissaient pas encore. Et une petite citation pour finir que j'aime bien dire, c'est qu'il y a des choses, ne pas en parler, c'est en être complice. Donc, merci Essar de nous avoir parlé de tout ça. Merci. Merci beaucoup à vous de m'avoir permis aussi de parler, de m'adresser à tout ce monde, que je remercie aussi de leur attention, de leur suivi. Et je dis, soyons tous optimistes, main dans la main, nous réussirons. Très belle parole. Et merci, en effet, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur le Front Médiatique. Salut Matt, au revoir Essar. Au revoir Essar. À très bientôt.